Quoi de neuf YouTube? Si tu ne me connais pas encore, je me présente, moi c'est Dimitri, ça fait à peu près 2 ans que je suis digital nomade et que je parcours le monde tout en travaillant, tout simplement. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi, tu peux devenir digital nomade et qu'est-ce que tu dois faire pour le devenir. Mais d'abord, définition. Et déjà, pour t'expliquer ça, quoi de mieux que venir directement à la plage? Pas mal, non? Ce terme, ça fait à peu près 10-15 ans qu'il existe, ou du moins qu'il a vu le jour. Déjà, il faut savoir que digital nomade, c'est un terme qui est assez nouveau. C'est simple, si tu demandes à tes parents ce que ça veut dire, il y a des chances qu'ils ne soient pas en mesure, ou du moins pas totalement en mesure, de te dire très exactement ce que veut dire ce terme, tout simplement, ou du moins que les métiers que ça englobe. Et c'est tout à fait normal parce que c'est tout nouveau. Voilà, ça, c'est sûr. La définition parfaite serait, après est-ce qu'il y a une définition parfaite? Je ne sais pas, mais du moins celle-ci je la trouve très adaptée pour le coup. C'est un terme qui désigne une personne qui utilise les technologies numériques pour travailler à distance tout en voyageant et en vivant de manière nomade. Voilà, je trouve que ça pour le coup c'est une définition qui représente vraiment ce que c'est le digital nomadism. Voilà, aussi simple que ça. Donc à vrai dire, il n'y a pas vraiment de métier qui définit le fait d'être digital nomade, même si on va pas se mentir, ça concerne principalement et quasiment exclusivement les métiers du numérique. Tu peux être digital nomade rédacteur, tu peux être digital nomade, je sais pas, graphiste, tu peux être digital nomade trader. Il y a plein de métiers qui s'effectuent à partir d'une connexion Wi-Fi et d'un ordinateur, aussi simple que ça. Ça permet à beaucoup de gens de vivre de ça, d'adopter ce mode de vie. Bon, maintenant que tu as compris plus ou moins la définition d'un digital nomade ou de ce qu'est un digital nomade, l'autre question à se poser, c'est tout simplement comment toi là, tu peux devenir digital nomade. Et ça, on va le voir tout de suite. Comment être digital nomade, c'est ça, la partie la plus difficile. Déjà, pour être digital nomade, tu as 2 options possibles. Soit tu es employé, soit tu es freelance, donc indépendant. Tu as créé ton propre business. Pour être du coup nomade, tu peux être employé. Voilà, c'est depuis le Covid notamment, c'est plus quelque chose de compliqué. Tu peux facilement, du moins assez facilement, trouver un emploi qui te permet d'être 100% remote, c'est-à-dire que tu travailles d'où tu veux constamment et l'entreprise est totalement OK avec ça. Pour te donner une idée, il y a plusieurs entreprises qui recrutent dans le secteur du digital et ces emplois-là, tu peux y postuler avec des sites comme We Work Remotely, Remote OK, Working Nomads, des sites comme ça qui te permettent de trouver des emplois et peut même trouver des offres sur Indeed par exemple. C'est tout à fait possible. Je tiens à préciser une chose, c'est principalement des entreprises du secteur des startups en fait qui recrutent des profils un peu 100% nomades et la plupart du temps, c'est ce que j'ai remarqué parce que je suis quand même allé voir justement pour t'aider là-dedans, c'est plutôt des entreprises qui cherchent des profils qui savent parler anglais parce que c'est souvent des startups européennes par exemple qui sont totalement ouverts au fait que tu es totalement indépendant et que tu travailles d'où tu veux. Voilà, je tiens quand même à faire une précision là-dessus, il y a quand même beaucoup d'emplois qui autorisent le télétravail, mais qui ne sont pas encore totalement open sur le fait que tu travailles d'où tu veux avec un décalage horaire. Voilà, sache-le. Pour l'autre partie, c'est celle qui te concerne peut-être, en tout cas c'est celle qui me concerne, c'est le fait d'être freelance, donc indépendant, d'avoir ta entreprise, ta micro-entreprise, ça dépend dans quel pays tu as créé ta société et quel type de société tu as. Là pour le coup, c'est un petit peu différent parce que tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour toi-même. Il faut donc que tu crées en fait pour ton business et que tu démarques toi-même tes clients. Alors pour ça, déjà, dans un premier temps, il faut vraiment définir ce que tu veux faire, définir ton offre, définir le type de service que tu souhaites vendre, définir aussi ta clientèle, le type de clients vers lesquels tu souhaites prospecter et vendre tes services. C'est ultra important de bien définir ce que tu veux faire. Vraiment, quand moi je parle en tant qu'indépendant, en tant que freelance, au début je faisais un peu tout, c'était pas une bonne idée et après avec le temps j'ai commencé à me dire ok, il faut que je fasse quelque chose de très précis, que je trouve une niche. Et c'est comme ça que j'ai réussi par la suite. Donc, si tu veux être indépendant, tu peux utiliser des sites pour vendre tes services comme Upwork, Malt, Fiverr. C'est les 3 principaux, mais il y en a plein d'autres. Il suffit de créer ton profil, d'avoir une plus d'évaluation possible. Plus tu as d'évaluation, plus ton profil est recensé. Plus tu es recensé, plus les gens vont te contacter pour travailler avec toi. Ça, c'est logique.
N'hésite pas aussi à inviter des anciens clients ou des collègues à toi pour faire des reviews sur ton profil pour qu'ils soient également mieux référencés. C'est ultra important. Et pour continuer dans cette lancée, il y a aussi une question à laquelle j'aimerais aussi répondre, c'est pourquoi devenir digital nomade? Pourquoi ce truc-là est tendance? Pourquoi ça a explosé comme ça depuis ces dernières années? Et je vais essayer de donner mon avis. Alors, il est uniquement... c'est mon avis. C'est très subjectif. Mais je pense qu'il y a un peu du vrai dans ce que je vais dire. C'est qu'on vit dans un monde où on est constamment maintenant à la recherche du bonheur, à penser à sa santé mentale avant de penser à celle des autres, etc. On est constamment en train de se dire il faut penser à soi, il faut être heureux au quotidien, etc. Il faut trouver le job qui nous plaît. Pour être très sincère avec toi, être digital nomade, ça, à titre personnel, ça m'a permis de m'ouvrir au monde, ça m'a permis de faire plein de voyages en l'espace de 2 ans. Moi, ça fait officiellement 2 ans que je me considère comme digital nomade. Donc ça fait 2 ans que j'enchaîne mes voyages. Pour te donner un exemple, j'ai vécu 5 mois au Mexique. Ensuite, je suis parti à Fuerteventura aux Canaries, je suis parti en Irlande, je suis parti à Malte, je suis parti à Budapest, je suis allé en Sicile. J'ai aussi dernièrement passé 3 mois à Grande Canaria, Canaries toujours. J'ai fait 1 mois à La Réunion, j'ai fait 1 mois à Bangkok, 2 mois au Vietnam et là, je suis de retour en Thaïlande. Donc, tu vois, tout ça, je l'ai fait en fait en l'espace de 2 ans. Et combien de temps ça m'aurait pris si je devais travailler, avoir un travail fixe, devoir me lever le matin, prendre le métro ou la voiture, aller au boulot et avoir uniquement 5 semaines de vacances par an, peut-être que j'aurais fait ces destinations-là sur, aller dans le meilleur des cas, 4 ans, 5 ans peut-être. C'est aussi le gros avantage que t'offre ce style de vie. C'est vraiment littéralement pouvoir voyager, rencontrer des nouvelles personnes, t'ouvrir au monde, apprendre des nouvelles cultures, pouvoir goûter d'autres gastronomies, d'autres cuisines et de pouvoir aussi gérer ton business en parallèle, ce qui est ultra important. Et je trouve que c'est quand même un mode de vie qui est assez exceptionnel, assez unique, assez incompris au final, parce qu'il y a aussi une routine à avoir, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo bien entendu. Je tenais à faire un point là-dessus, parce que je trouve que c'est quand même hyper important de comprendre pourquoi les gens se motivent à faire ça, et de pas simplement juger les gens et se dire « Ok, ces mecs-là font ça juste parce qu'ils veulent mettre des stories Instagram et avoir une vie stylée ». Non, en fait c'est plutôt une quête de bonheur et une quête de vouloir mixer ses voyages, découvrir le monde, tout en ayant un business, en faisant évoluer son business, en pensant à son avenir aussi, parce qu'il y a quand même un peu de ça là-dedans, en étant épanoui au quotidien. Voilà. Ensuite, un autre point sur lequel tu vas aussi devoir te pencher, c'est où partir. Et ça, je pense que c'est quand même la base quand tu es digital nomade, c'est de savoir où c'est que tu veux partir. Pour ça, déjà, il faut faire pas mal de recherches. Logique, tu me diras. Mais je te conseille déjà de t'assurer que le pays déjà n'est pas en guerre, n'est pas un pays en guerre, qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème aussi par rapport aux ressortissants français. Voilà, ça, il faut bien le regarder. Que les visas soient également faciles à obtenir ou alors tout simplement que tu puisses rentrer, je sais pas, 1 mois, 2 mois sans visa. Parce qu'avec le passeport français, il y a aussi beaucoup de destinations vers lesquelles on peut en fait aller sans visa. Et ça, c'est vraiment cool. C'est le cas actuellement où je suis en Thaïlande, par exemple. Ensuite, il y a un autre élément qui est ultra important, c'est comment choisir sa destination. Ok, c'est sûrement d'ailleurs le premier truc auquel tu as pensé quand tu t'es dit je veux devenir digital nomade, je veux partir de France, je veux aller à l'étranger, etc. Ok, comment tu peux choisir une destination? À vrai dire, c'est pas si dur que ça, mais ça demande un petit peu de recherche. Je t'explique. Déjà, il faut à tout prix s'assurer que le pays ne soit pas en guerre, le pays que tu as ciblé ne soit pas en guerre, ce soit un endroit qui soit safe, où tu te sentes en sécurité, et également qui soit accessible. Maintenant, on peut aller quasiment de partout en avion, mais il y a certains endroits un peu plus, nichés, on va dire, comme là où je suis actuellement en Thaïlande, je suis sur l'île de Koh Phangan, par exemple, il n'y a pas d'aéroport à Koh Phangan. Il faut donc atterrir sur l'île d'à côté à Koh Samui, prendre un ferry pour venir jusqu'ici. Ça, c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte, parce que quand on se déplace, on n'a pas forcément envie de faire 72 heures de voyage. Donc, c'est tout plein d'éléments qu'il faut prendre en compte, et c'est tout un parcours à créer avant de partir. Voilà, ça c'est ultra important. Quand tu sélectionnes un pays, pense bien à t'assurer que, donc, comme je l'ai dit plus tôt, que ça soit safe. Ok, ça c'est une chose, que les hôpitaux soient bons, ultra important. C'est aussi à prendre en compte, parce que l'accès aux soins c'est quand même très important. Quand tu es dans des endroits très reculés, imagine tu te casses une jambe, tu chopes la dingue ou je ne sais quoi, c'est important de pouvoir se faire soigner. Et ça, on a tendance à l'oublier parce qu'on pense uniquement au bon côté. Bien entendu, le but, c'est que je vous porte pas la poisse, clairement pas. C'est ultra important de penser à sa santé et de s'assurer que quand on voyage, on ait un accès aux soins. Voilà. Parmi les autres éléments qui sont quand même importants, mais un peu moins importants que ce que j'ai listé juste avant, c'est par exemple le fuseau horaire. Donc si vous avez des clients français ou si vous êtes dans une entreprise
française, automatiquement, il faut avoir plusieurs heures en direct avec la France. Donc ça peut être une demi-journée en principe. Jusque-là, ça va. Sauf si votre patron vous impose d'être en temps direct sur les horaires de la France. Et là, bon, c'est un peu plus délicat. Vous pouvez pas partir très très loin. Dans la plupart des cas, une demi-journée suffit. Donc pensez bien à regarder les fuseaux horaires. Par exemple, si vous êtes du côté de l'Asie, vous serez en avance par rapport à la France. Ce qui, je trouve, est juste exceptionnel parce qu'en fait, vous avez du temps pour vous le matin et vous travaillez l'après-midi jusqu'à un peu tard le soir, ça dépend. Par contre, si vous allez du côté de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, bah, c'est l'inverse. Donc, il faut commencer en principe ces journées un peu plus tôt. Moi, je sais quand j'étais au Mexique, je commençais à 8h et je travaillais jusqu'à 13-14h, ça dépendait. Parce que du coup, vous serez en direct avec vos clients ou votre entreprise française. Chez eux, ça sera l'après-midi. Voilà, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ensuite, il y a aussi la qualité du Wi-Fi. On peut penser, en tant que Français, que le Wi-Fi est plus ou moins bon partout quand on est en 2024 et que maintenant ça va, les réseaux sont très bien. Eh bien, sache que non, pas du tout. Ça dépend où tu vas. Donc en Thaïlande, là où je suis actuellement, le réseau est incroyable quasiment de partout. Mais juste avant, j'étais au Vietnam et je peux t'assurer qu'à Hanoï, par exemple, j'ai galéré à travailler, même en allant dans des espaces de coworking. J'avais du mal à charger Notion, Canva, ce genre d'outils. Si tu les utilises et que tu es à un endroit où le Wi-Fi n'est pas terrible, ça peut vite être la galère, donc ça à prendre en compte. Je me suis aussi retrouvé dans des villes au Mexique où clairement, il n'y avait pas de Wi-Fi, ou du moins très peu, et pas de réseau mobile. Donc là, si tu y vas, c'est soit tu y vas en vacances, soit tu y vas pas. Mais c'est à prendre en compte. Donc écoute bien les conseils que les gens peuvent te donner autour de toi, parce que des fois, tu fais des rencontres en voyage, et s'ils te disent là-bas, il n'y a pas de réseau, c'est que là-bas, il n'y a pas de réseau. Ça, c'est sûr et certain. Donc bien penser à trouver des endroits, des logements par exemple, ou des coworking où il y a un bon réseau, notamment le Starlink. S'il y a le Starlink, t'es tranquille. Et à ce propos, ça fait du coup le lien avec l'autre élément que je souhaitais aborder, c'est où travailler quand on est freelance ou salarié, peu importe, mais qu'on est digital nomade. Et ça, j'y viens tout de suite. Ok, admettons que tu as trouvé ton pays, que ça y est, tu as pris l'avion ou le bateau ou je ne sais quoi, et que tu es arrivé dans le pays que tu avais choisi tout simplement. Il va falloir maintenant trouver un endroit où travailler parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'es pas un simple touriste qui vient profiter de la plage, etc. Tu es avant tout là pour travailler. Et ça, faut pas l'oublier. Il va falloir que tu trouves un endroit assez sympa où tu seras productif, où tu vas pouvoir faire tes visios, tu vas pouvoir travailler, être efficace. Globalement, pour être sincère, j'ai à peu près tout testé. J'ai testé les coworking, j'ai testé les cafés, j'ai testé les co-living, j'ai testé travailler de chez moi et je vais essayer de t'expliquer un peu ce qui est, à mon avis, le mieux, bien que c'est propre à chacun. On peut commencer déjà par travailler de chez soi. Alors, quand tu fais ta recherche de logement, admettons que tu la fasses sur Airbnb, comme dans la plupart des cas, si tu aimes travailler depuis chez toi, il va falloir bien faire attention avant de réserver ton Airbnb qu'il y ait un endroit qui soit propre à ça. Ça peut être une cuisine avec une table, une chaise qui sont plus ou moins correctes, pas des tabourets, ou alors des fois dans la chambre, ça a été mon cas par exemple quand j'étais en Sicile, j'avais un bureau vraiment pour travailler avec une chaise et c'est pour ça que j'ai pris le logement parce que je me suis directement visualisé travailler dans cet espace-là. Et pour le coup, je m'étais pas loupé parce que c'était super. Il y a beaucoup de logements Airbnb qui sont vraiment faits pour les touristes qui viennent genre un week-end, une semaine max. En fait, il n'y a pas du tout d'endroit pour travailler. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important de bien s'assurer que tu vas pouvoir travailler dans ton Airbnb si c'est ce que tu veux faire. Ensuite, tu peux aussi aller dans des coworking. Globalement, maintenant, en 2024, il y a beaucoup de coworking, du moins de plus en plus, et tu n'auras pas de mal à trouver un coworking si tu vas dans un endroit où il y a beaucoup de digital nomades. Reprenons l'exemple de l'endroit où je suis actuellement. Je suis à Koh Phangan, donc sur une île en Thaïlande. Ça a beau être une île, il y a une dizaine de coworking ici. Et ils sont vraiment adaptés. Encore une fois, tous les coworking ne sont pas les mêmes. Les prix ne sont pas toujours les mêmes, les services sur place ne sont pas toujours les mêmes. Certains ont des restaurants, certains n'ont pas la clim. Et tout ça, c'est à prendre en compte. Le mieux, quand tu arrives, c'est d'aller les visiter et de juger par toi-même. La plupart du temps, ils font un prix à la journée, un prix au mois ou un prix sur 3 mois, par exemple. Donc à toi de voir de ce côté-là ce qui est le mieux pour toi. Je te conseille surtout de bien regarder la taille du bureau et le type de fauteuil qui sont dans le coworking. À titre personnel, moi j'ai assez vite mal au dos quand je travaille. Donc ici par exemple, je me suis assuré d'avoir trouvé un coworking avec une grande table sur laquelle je peux étendre mes bras, en plus de mettre l'ordinateur, l'iPad, etc. Et en parallèle d'avoir un bon fauteuil pour avoir par exemple un bon soutien lombaire et ne pas avoir le dos cassé après 2 heures de boulot. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Ensuite, tu peux aussi travailler depuis les cafés, ce qui est à la base un peu le cliché type du digital nomade qui ramène son PC dans n'importe quel restaurant ou café et hop, il se met à travailler. Alors ça peut être une bonne solution et il y a beaucoup de cafés qui l'acceptent, bien qu'il y en a d'autres qui l'interdisent.
Ça, c'est à prendre en compte aussi. Quand tu vas dans un café qui accepte les digital nomades, les remote workers, regarde aussi bien le type de chaise et le type de bureau, enfin pas de bureau du coup, mais de table sur lesquelles tu vas pouvoir travailler. Parce que l'objectif, c'est pas de se casser le dos au bout de 2 jours et de littéralement d'être bloqué sur ton lit le 3e jour. Ça vaut pas le coup. Donc ça, pareil, il faut aller voir par toi-même. Tu fais un test, tu vas une journée au café. En principe, la seule chose que tu auras à payer, c'est un café ou à la limite un plat, etc. Donc ça peut revenir pas très cher à la journée selon l'endroit où tu es. Ça peut être aussi un environnement qui est bruyant. Alors je sais pas à quel point tu es sensible ou pas au bruit. Moi, je suis très sensible au bruit. Si je suis à un endroit où il y a du mouvement constant, les gens parlent fort, même si j'ai des écouteurs avec réducteur de bruit, je peux t'assurer que ça va pas me plaire, je vais pas être productif. Donc ça à prendre en compte aussi. Dernier point, les co-living. Les co-living à titre personnel, j'ai testé une fois pour une durée de 3 mois. C'est quand j'étais il y a un peu moins d'1 an à Grande Canaria, aux Canaries. J'avais une chambre avec salle de bain partagée dans une espèce de grande villa. Donc pour le coup, c'était super sympa. L'avantage, c'est que ça te fait constamment rencontrer des gens parce qu'il y a constamment des gens qui font plus ou moins des métiers similaires aux tiens, qui viennent pour une durée d'au moins 1 mois la plupart du temps, bien que c'est pas toujours le cas. Du coup, ça te permet de faire des connaissances, des potes. Et tu as aussi, la plupart du temps, un endroit, un espace, un peu comme dans un coworking, où tu vas pouvoir travailler. C'est pensé pour les digital nomades comme toi et moi. Et je trouve que sur l'aspect social, c'est vraiment quelque chose d'unique. D'ailleurs, j'aime bien dans mes voyages de temps en temps aller dans un co-living, car ça me permet de rencontrer des nouvelles personnes. Et au bout d'un moment, à force d'être seul, t'en as besoin. Donc ça peut être une solution ultra intéressante, parce que du coup, tu as le confort d'un logement et en parallèle le confort d'un coworking. Donc ça fait 2 en 1, on va dire. Par contre, souvent, les prix, ils sont du coup impactés par ça. Donc à titre personnel, je trouve que c'est cher. Faut l'avouer, c'est cher, mais on paye aussi du coup. C'est comme payer un coworking au final, en plus de son logement. Et tu payes un petit peu aussi le fait d'être constamment avec des personnes qui sont comme toi. Donc ça peut être, si t'es quelqu'un qui n'a pas être seul, c'est vraiment la solution que je te recommande. Si t'es quelqu'un qui aime plutôt être tranquille, il va plutôt falloir se tourner vers un Airbnb. Voilà, comme ça, c'est dit. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a un peu ouvert l'esprit sur ce qu'est la vie de digital nomade, t'a potentiellement donné envie, ou pas d'ailleurs, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo en partageant moi mes connaissances à titre personnel, mes aventures, parce que ça fait 2 ans, comme je l'ai indiqué, que je suis, plus de 2 ans même, que je suis digital nomade, et je pense que j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait aussi certaines choses correctement, donc moi ça me permet d'avoir une vraie ouverture d'esprit là-dessus. Donc n'hésite pas à me poser toutes tes questions dans les commentaires, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux pour suivre mon aventure. Mon Instagram s'affiche juste ici, et moi je te dis écoute, abonne-toi et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.